19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Report d'une réunion clé des pays de la CEDEAO sur le déploiement d'une force d'intervention au Niger. Une attaque présumée terroriste tue 6 soldats maliens et en blesse 4 autres dans le nord du pays. Quatre mois après le début du conflit au Soudan, plus de 20 millions de Soudanais font face à une situation de crise alimentaire. Conflit en Ukraine, 2 attaques de missiles ukrainiens déjouées ce samedi au-dessus du pont stratégique reliant la Russie à la péninsule de Crimée. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Alors rien ne semble apaiser les tensions au Niger après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest qui devaient se réunir aujourd'hui pour évoquer le déploiement d'une force d'intervention dans le pays et rétablir Mohamed Bazoum à son poste ont finalement décidé de reporter cette réunion clé. Une réunion initialement prévue à Accra est repoussée pour des raisons techniques selon des sources militaires régionales. Une intervention militaire au Niger divise les pays ouest-africains. Le Cap-Vert, membre de la CEDEAO, vient justement de s'ajouter à la liste des membres opposés à une opération militaire de l'organisation dans le pays. Le président capverdien José María Neves a cependant appelé à œuvrer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu hier avec l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou et a exprimé sa profonde préoccupation face au maintien en détention de Mohamed Bazoum et de sa famille. Blinken a également fait part de l'engagement continu des États-Unis à trouver une solution pacifique afin que le Niger puisse rester un partenaire solide pour la sécurité et le développement dans la région. Et puis côté nigérien, des milliers de partisans des nouvelles autorités militaires ont crié leur colère hier contre la France et les pays ouest-africains de la CEDEAO. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. 3 semaines après le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, les manifestations continuent au Niger. Les Nigériens occupent toujours les rues. Ils étaient de milliers à scander des slogans hostiles à la France devant sa base militaire implantée à Niamey. Les manifestants rejettent toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays et estiment que l'Élysée influence la CEDEAO après avoir validé l'option militaire pour mettre fin au coup d'État. Les Nigériens voient cette décision comme un acte de guerre, une agression militaire contre le pays. Cette intervention, il faut l'appeler par son nom, c'est une agression contre notre peuple. Aucun texte de la CEDEAO n'autorise des chefs d'État à décider d'envoyer des troupes dans un pays membre pour quelque raison que ce soit. C'est une agression et nous demandons aux autorités légitimes qui sont les membres du CNSP de considérer ça comme un acte de guerre, une agression et de répondre par la force. Les dirigeants ouest-africains n'ont pas révélé les modalités de leur action militaire. Les Nigériens déterminés à contrer la pression de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pris l'engagement de nous mobiliser, d'apporter notre pierre dans la stratégie nationale de défense. Nous allons continuer à maintenir cette pression, à maintenir la présence autour des points névralgiques de la ville de Niamey. Parce que le centre du pouvoir, là où se trouve celui qu'ils veulent rétablir, c'est Niamey, et nous allons nous constituer en bouclier humain avant d'atteindre les forces de défense et de sécurité. La CEDEAO doit comprendre ce que la population ou les populations des différents pays membres attendent d'elle. Ce qu'on attend de la CEDEAO, c'est d'attaquer les causes des coups d'État. Il semble que les pays d'Afrique de l'Ouest ne sont pas tous contre un nouveau pouvoir nigérien. Le Mali et le Burkina Faso voisins ont affiché leur
entière solidarité avec Niamey. Et toujours en raison de la situation au Niger, plus d'une centaine de camions à destination de ce pays sont stationnés à Malanville, au nord-est du Bénin, à la frontière avec le Niger. Ce blocage dure depuis plus d'une semaine, le Bénin ayant fermé sa frontière conformément à l'une des décisions prises par la CEDEAO. Nous voulons qu'on n'a qu'à voir comment on va nous libérer et puis nous-mêmes on va laisser reposer. Nos familles, il y a tout, on ne comprend rien, on est là, garé ici. Il y a le riz qui se mouille, nos bagages dedans, l'eau rentre. Les voleurs, ils ont déchiré les bâches, l'eau rentre dedans. Nous on perd beaucoup de choses. Quand on est garé comme ça, l'assurance là c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi, les papiers sont en train d'épuiser. N'en parlons pas, c'est qu'on mange ici. Dans 2 semaines, tu vas manger combien? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien? 1000 francs par jour. N'en parlons pas, c'est qu'on met dans l'unité pour pouvoir joindre la maison, pour communiquer, pour qu'on se comprenne. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On va jusqu'à peu près 16 jours aujourd'hui. Donc, on demande à la population africaine de régler leurs problèmes, de nous laisser passer. On va décharger nos bagages, se retourner, retrouver notre famille tranquillement, comme il se doit. Voilà donc en ce qui concerne la situation au Niger. Nous le disions en titre, 6 soldats maliens et 4 autres ont été blessés dans une attaque présumée terroriste survenue donc hier vendredi dans le nord du Mali, selon un bilan publié aujourd'hui par l'armée malienne. Un précédent bilan de l'armée avait fait état vendredi d'un mort et de 4 blessés dans les rangs de l'armée. La zone de Ber est depuis quelques jours le théâtre de tensions. Par ailleurs, les autorités maliennes ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie française de ses vols en provenance et vers le Mali. Air France, qui rappelons-le, a suspendu le 7 août dernier ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin. La direction le Soudan à présent, où le conflit qui dure depuis près de 4 mois a poussé quelques 4 millions de personnes à fuir leur foyer, tandis que plus de 20 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire, comme nous l'explique Amel Amaziane Zitouni. Conflit armé, marasme économique, hausse vertigineuse des prix de denrées de large consommation et du carburant, c'est le calvaire que vivent les Soudanais depuis des mois. Ces derniers jours, la faim et la malnutrition sont en nette hausse. Les Soudanais risquent de mourir de faim si l'aide humanitaire n'est pas maintenue. La dernière analyse de la classification intégrée de phase de sécurité alimentaire montre que plus de 20 millions de personnes se retrouvent dans une situation de faim aiguë sévère, soit environ 42% de la population du Soudan. Depuis le 15 avril dernier, le conflit dans ce pays de la Corne d'Afrique a continué à s'étendre. Sa dynamique est devenue de plus en plus complexe d'après l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci qui a noté que l'accès aux personnes ayant besoin d'une aide alimentaire vitale est également devenu plus difficile et de plus en plus urgent. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a indiqué que les familles ont besoin d'aide pour faire face à une crise alimentaire imminente. L'agence onusienne a dans ce cadre relevé qu'elle est parvenue à distribuer des semences de culture d'urgence à environ 1 million d'agriculteurs dans 15 États. Face à cette crise alimentaire des plus graves au monde, le Programme alimentaire mondial a depuis le début du conflit fournit une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence à 1,6 million de personnes. Il s'agit notamment des personnes piégées par les combats à Khartoum, dans le Kordofan et dans l'ensemble du Darfour, selon l'ONU. Une autre onde de choc dans une région déjà fragilisée par un conflit armé sanglant, alors que des centaines de milliers de personnes continuent de fuir vers les pays voisins, augmentant les niveaux déjà alarmants d'insécurité alimentaire et de malnutrition, et sollicitant encore davantage les ressources limitées du PAM et d'autres intervenants humanitaires.
Le Soudan, où la hausse des prix du carburant aggrave le sort des Soudanais. Le prix a augmenté de près de 17% au moment où des perturbations sont enregistrées dans l'approvisionnement des carburants. Il s'agit de la deuxième hausse des prix en un an. Si l'augmentation conduit à l'abondance de produits et met fin à la rareté, elle aura des résultats fructueux dans les principaux produits de base comme le carburant. Les impacts seront traités en augmentant la productivité car le carburant est l'un des principaux matériaux de production dans des secteurs comme l'agriculture et l'exploitation minière. L'augmentation des prix du carburant n'est pas une bonne chose et aura un impact sur notre travail. Et bien sûr, les clients ne seront pas satisfaits lorsque nous augmenterons les prix pour couvrir le coût élevé. J'espère que le gouvernement reverra cette décision. Nous faisons la queue jusqu'à 2 jours pour obtenir du carburant qui ne suffit que pour une journée de travail. Cela compliquera davantage la situation et créera une crise. Et dans l'actualité également, la Méditerranée fait de nouvelles victimes au large des côtes tunisiennes. 2 migrants dont un bébé ont péri dans le naufrage de leurs embarcations ce samedi alors que 5 autres sont toujours portés disparus. Le drame s'est produit à 120 mètres de la plage de Gabès dans le sud-est du pays. Et selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dernier dans des naufrages en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière au monde, soit plus du double de l'année dernière. 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées hier vendredi dans l'effondrement d'une mosquée de Zaria, ville de l'État de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Les effondrements de bâtiments sont fréquents dans ce pays, le plus peuplé d'Afrique, en raison du non-respect des réglementations et de l'utilisation de matériaux de construction ne répondant pas aux normes. Nous faisions la prière d'Al-Asr. Nous venions de terminer la première et la deuxième partie de la prière. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Certains ont survécu, mais d'autres, Allah ne leur a pas donné l'opportunité. Le bâtiment s'est effondré sur eux. Mais à la fin, nous louons Allah parce qu'il nous a protégés. La mosquée est divisée en différents segments. Et c'est l'un des segments qui a lâché. Et quand Allah fait en sorte que quelque chose se produise, cela se produira. Hier, il disait qu'il allait rénover et moderniser la mosquée. Puis c'est arrivé. Nous croyons qu'ils étaient destinés à mourir à cet endroit. Que Dieu accepte leurs prières. Les Nations Unies saluent la libération de 5 membres de leur personnel de sécurité qui avaient été enlevés au Yémen le 11 février 2022, confirmant que les preneurs d'otages étaient des terroristes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. And regarding Aden, this morning, you will have seen that we issued a statement in which the Secretary General was delighted to learn of the release. Nous avons publié une déclaration dans laquelle le secrétaire général était ravi d'apprendre la libération des 5 membres du personnel du département de la sûreté et de la sécurité de l'ONU qui avaient été enlevés au Yémen le 11 février 2022. Enfin, leur calvaire et l'anxiété de leur famille et amis ont pris fin. Le secrétaire général réitère que l'enlèvement est un crime inhumain et juste injustifiable et demande que les auteurs répondent de leurs actes. Il exprime également sa solidarité avec les autres personnes toujours détenues contre leur gré au Yémen. Et puis dans le conflit russo-ukrainien, 2 attaques de missiles ukrainiens ont été déjouées ce samedi au-dessus du pont stratégique qui relie la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu en Arctique pour inspecter les forces armées qui y sont déployées. Shoïgu qui a inspecté les garnisons éloignées de la flotte du Nord et qui a également assisté à la préparation des soldats à défendre les installations particulièrement importantes dans cette zone stratégique pour Moscou.
Vers un apaisement des tensions entre la Biélorussie et la Pologne, Alexandre Loukachenko a annoncé avoir ordonné à son gouvernement de reprendre contact avec Varsovie en pleine tension frontalière entre l'allié de Moscou et son voisin membre de l'OTAN. Nous sommes des gens pacifiques et nous voulons coopérer avec tout le monde. Lors du discours prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance, j'ai dit que nous devrions également parler à la Pologne. J'ai ordonné au Premier ministre de les contacter et de leur dire que s'ils le souhaitent, discutons, établissons des relations. Nous sommes voisins et nous ne pouvons pas choisir nos voisins. Et puis cette évacuation d'urgence de la Tour Eiffel cet après-midi, les 3 étages ainsi que le parvis de la tour ont été évacués pendant plusieurs heures suite à une alerte à la bombe, une fausse alerte suite à laquelle donc la Dame de Fer a été réouverte au public. Et puis ce nouveau drame dans la Manche, 6 exilés afghans sont morts ce samedi dans le naufrage d'une embarcation d'une 60aine de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver 5 à 10 disparus. Bon, c'était un bateau qui avait du mal à étaler le courant. Ils étaient, je crois, à bord 45-50. Et puis de là, on est resté à côté d'eux pendant 1 heure, 2 heures, peut-être même plus. Et puis à un moment donné, il y a eu des gens qui voulaient débarquer. Au départ, c'était que 10. Pour finir, on a récupéré 22 personnes. Ils étaient en difficulté, en fait, problème mal de mer et aussi, comment je veux dire, ils chargent trop les bateaux, tout simplement, en fait. Ils chargent trop les bateaux. Donc les bateaux, ils n'avancent plus. Le dernier bateau qu'on a intervenu, le bateau était trop chargé. On les a accompagnés pendant 2 heures en mer. Et on était quasiment en Angleterre, à la frontière anglaise. Et le Pakistan nomme un Premier ministre par intérim en attendant les prochaines élections. Il s'agit d'Anwar-ul-Haq Kakar, sénateur de la province la moins peuplée du pays. Place à présent à notre page sportive. Retour tout d'abord sur le transfert de Harry Kane en Bavière et d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Il sera également en question de Coupe du Monde féminine et l'on connaît enfin le quatuor qui animera les demi-finales, Salah Faisal. En Angleterre, la une est dédiée au capitaine des Three Lions, Harry Kane. La nouvelle a été annoncée samedi du côté de l'Allemagne. Kane quitte Londres pour rejoindre la Bavière. On est arrivé au terme d'une relation de 19 ans. Harry Kane et les Spurs, c'est désormais une ancienne histoire. L'international anglais a paraphé un contrat de 4 ans s'étalant jusqu'en 2027. Le montant du transfert, quant à lui, s'élève à 120 millions d'euros. Il portera le numéro 9 et percevra un salaire hebdomadaire de 479 000 euros. Marché des transferts toujours, un accord unilatéral aboutit entre l'international français Ousmane Dembélé et le club parisien. Dembélé a préféré le projet du PSG qu'à celui de Xavi et Laporta. Le Barça a publié un communiqué où il explique sa non-participation aux négociations. Le joueur a utilisé son droit qui a été inscrit dans son contrat. Le coût du transfert est estimé à 50,4 millions d'euros. Pour une durée de 5 ans, l'allié portera le numéro 23. Le football, c'est aussi la Coupe du Monde féminine 2023 co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les 4 sélections du dernier carré sont finalement connues. Ce samedi, le pays hôte, l'Australie, a réussi à se débarrasser de la France à Brisbane. Soutenues par leur public, les Australiennes ont éliminé les Françaises d'Hervé Renard au tir au but. L'Australie poursuivra l'aventure le 16 août et jouera sa demi-finale à Sydney face aux Reines d'Angleterre. Les championnes d'Europe ont battu samedi la Colombie 2-1. La première affiche des demi-finales se tiendra le 15 août entre l'Espagne et la Suède à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le vainqueur de cette empoignade aura la forte chance de soulever le trophée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée. À demain.